comme un modèle, mais peut-être Magnus Falked comme un modèle un peu fantasmatique. Peut-être aussi, oui. C'est ce côté insubmersible qui fait beaucoup fantasmer, oui. Alors, la Suède, ça a été une longue période. D'abord, elle est donnée en modèle par la longueur et la longévité et l'approfondissement de la négociation qui a présidé à la grande réforme. Il y a eu 15 ans de négociations. Donc, en France, déjà, ça fait rêver. 15 ans, ça fait 8 premiers ministres, pas loin de 3 présidents. Enfin bon. On est en effet des années-lumière de la culture française avec les négociations ardues, laborieuses, absolument pas du tout médiatiques. Mais en même temps, à l'arrivée, tout le monde a pu mettre son petit grain de sel. La droite a mis un peu de privatisation dedans avec les libertés de choix. La gauche a mis un peu ses garanties aussi. On a mis un peu quelques points de retraite pour les étudiants aussi qui font quand on fait ses études universitaires. La logique, c'est un mécanisme progressif d'ajustement, hein, c'est-à-dire que le montant dépend des sommes cotisées, de l'espérance de vie, et ça se réajuste au fur et à mesure qu'on avance. Voilà, si je prends un exemple proche qui est ma mère, par exemple, qui a une retraite à peu près moyenne, cette année, elle a perdu 500 € de retraite parce que c'est un ajustement, comme la conjoncture n'est pas très glorieuse, donc on ajuste vers le bas, et puis de retour pour les années fastes, ce sera un peu plus. Et plus tôt on part en retraite, moins on touche. Celui qui part à 61 ans touche moins, au départ en tout cas, que celui qui part à 67. À 67 ou bientôt 70, on commence à parler de l'âge de la retraite vers 70 ans aussi, voire au-delà enfin. Alors on en parlera tout à l'heure avec la ministre, mais le grand thème du gouvernement, c'est de dire on a sauvé ce qui est le patrimoine français, le système de répartition. Est-ce qu'il y a une sorte de mixte entre système de répartition et système de capitalisation en Suède? C'est-à-dire, au moins les Suédois, ils savent tous, chacun de manière individuelle, où ils en sont, combien de points ils sont, comme c'est un système par points. Donc, soit on dort bien, soit on dort très mal, mais on sait en tout cas à peu près où on en est avec des projections. Chaque année, on reçoit une enveloppe qui nous dit voilà où vous en êtes. Et est-ce que vous connaissez une crise du financement du système des retraites? Non, comme un accordéon, il s'est réduit. Donc après, il se regonfle selon les cycles. En fait, il s'ajuste à la conjoncture et aux aléas de la conjoncture. Pour faire court, on peut dire qu'on ne dépense pas plus d'argent qu'on en a dans la caisse. Ah ouais, ça c'est quand même pas du tout comme ça qu'on fait en France. Hein. C'est un petit peu plus pérenne, mais ça tient aussi à la mentalité suédoise. On est très anxiogène en Suède par rapport à ça. On ne veut pas du tout jouer au loto avec l'avenir. Peter, en Allemagne, je disais, le recul de l'âge minimum de départ à la retraite, c'est un des points de convergence des deux. Ouais, c'était décidé. Hein, je doute que mes compatriotes sont très contents de savoir que à partir de l'année de naissance 64, ils vont travailler jusqu'à 67 ans. Pour l'instant, on était à 65 jusqu'en 2011 et pour l'instant, nous sommes à 65 ans et 2 mois. Chaque année, ça augmente d'un mois jusqu'à 2031. C'est ça. On sera à 67 ans en 2030, c'est ça? C'est ça. Et ça, c'est plutôt admis par l'opinion publique? Disons qu'il y a quand même une certaine conscience du problème. Hein. J'ai assisté à la présentation de cette réforme par le Premier ministre qui expliquait aux journalistes à peu près de toute façon en 2035, grâce à nos taux de naissance, le problème se réglera tout seul. Bon. Ça, en Allemagne, vous n'avez pas cette solution miracle. Pas encore, en tout cas. On peut déjà être pas d'accord sur cette analyse. Mais de toute façon, en Allemagne, effectivement, on a... Oui, disons que la démographie est un atout pour la France que n'a pas l'Allemagne. Absolument. Chez nous, il y a un vrai problème démographique, ce qui évidemment contribue aussi au fait que l'opinion publique est quand même assez consciente de ce problème. Et il faut voir que, en même temps que les grandes réformes ont eu lieu, grosso modo, vers 2000-2001. On avait déjà avancé l'âge de la retraite, mais on a aussi réduit les pensions, un tout petit peu au moins. Et depuis, il y a aussi des incitations, surtout fiscales, pour les citoyens allemands de se faire une sorte d'assurance privée d'appoint. Ça s'appelle la Riester-Rente, en fait, etc. Donc une sorte de retraite complémentaire, mais privée. Voilà.
que vous payez vous-même et vous avez des déductions fiscales après, selon... Donc aujourd'hui, l'âge moyen de départ à la retraite en Allemagne, c'est 62 ans, sous réserve d'avoir 35 ans de cotisation. Tout à fait. Et impossible de partir avant 65 ans sans avoir cotisé 45. Bah, si vous partez avant, si. Il y a, vous l'avez pas au taux plein. Il y a Teilzeit. Ouais, voilà. Il y a Altersteilzeit, ça veut dire vous pouvez partir plus tôt ou diminuer vos heures de travail, mais évidemment vous ne touchez pas une retraite pleine à ce moment-là. Je dirais juste aussi que tout ça induit aussi une petite révolution de mentalité contre une certaine forme de jeunisme aussi, et un travail de fond sur l'ergonomie au travail, parce que en Suède, par exemple, où on a quand même les seniors les plus actifs de l'Europe, on les voit partout comme au Testeler et autres, ça demande un travail aussi de ce côté-là, d'avoir des conditions de travail pour quelqu'un. Mais alors, en même temps, il y a un processus, et puis on va se retourner vers l'Italie dans un instant, un processus, j'allais dire, de paupérisation d'un certain nombre de retraités en Allemagne. D'après les chiffres du ministère allemand, plus de 6 millions de seniors toucheraient moins de 500 € en 2012 de retraite. Ça, c'est effectivement un grand débat. D'ailleurs, je suis même un tout petit peu étonné que ça ne s'est pas vraiment retrouvé là dans le combat électoral. On aura de plus en plus de gens qui, même avec une retraite pleine, vivront plus que modestement ou au-dessous du seuil de pauvreté. Ouais. Comment l'expliquez-vous ? Si on ne corrige pas, mais c'est en discussion. Comment ça s'explique, ça ? Écoutez, tout simplement parce que les retraites ne sont pas très généreuses. Je vous avais dit, on n'a pas seulement allongé la période de cotisation, mais on a aussi baissé un peu. On incite les gens de prendre des complémentaires privés, mais on le fait depuis début des années 2000. Ça veut dire qu'il y a des gens qui partiront à la retraite sans l'avoir fait. Et ça tient peut-être aussi à l'état du marché du travail en Allemagne, où on sait que les emplois précaires, les contrats à durée déterminée, etc., sont peut-être plus généralisés, et donc les gens cotisent plus difficilement finalement dans l'accumulation de leurs points. C'est une critique à prendre avec des pincettes, parce que s'il est vrai que le travail précaire a progressé en Allemagne, en même temps, les CDI ont augmenté encore beaucoup plus. Je veux dire, donc la proportion on est allé reste à peu près la même. d'une période de fort chômage à maintenant nous sommes à peu près au plein emploi. Et il est vrai qu'une partie de ces emplois sont des emplois précaires, mais dans cette période-là, il y a plus qu'un million, je crois 2 millions des emplois pleins CDI qui se sont créés en Allemagne. Et alors pour l'Italie, le gouvernement de Monti a fixé une réforme qui va faire passer l'âge à la retraite de 66 ans pour les hommes et 62 ans pour les femmes. Exactement. En Italie, il y avait une tradition qui était âge légal pour la retraite à 65 ans pour les hommes et 60 pour les femmes. La Commission européenne est intervenue en disant aux Italiens, là il y a un déséquilibre homme-femme qui est inadmissible, et le gouvernement italien a saisi l'opportunité pour augmenter l'âge légal pour la retraite pour les femmes d'une façon plus rapide que pour les hommes, avec un but qui sera d'arriver, hommes et femmes, à 66 ans et 3 trimestres, presque 67 à l'horizon de 2020. Et je remarque que les deux réformes de retraite qui ont été réalisées en Italie, la réforme de 1995 du gouvernement Dini et la réforme du gouvernement Monti, réalisée par Madame Fornero, ministre du Travail, ont été réalisées par des gouvernements de solidarité nationale, de large coalition nationale. En Italie, seulement deux gouvernements qui n'avaient pas de forte opposition dans le pays et au Parlement ont pu se mesurer à cette tâche, et il faut dire qu'ils l'ont fait de façon relativement efficace. Et la réforme Fornero en particulier augmente pas seulement l'âge de la retraite, mais aussi la durée de la période de contribution qui devient 36 ans, ensuite 37 l'année prochaine, dont il y a une augmentation. Mais tout travailleur qui a 40 ans de contribution peut prendre en Italie
la retraite à n'importe quel âge. Mais il faut 40 ans de contribution. Mais ce ne sera pas une retraite à taux plein, si? À 40 ans, c'est 40 ans, si. 40 ans de contribution. L'autre nouveauté qui a été la conséquence de cette réforme est que toute une série de caisses retraite autonomes de catégories de travailleurs ont été absorbées par le système général de la sécurité sociale. Moins de régimes spéciaux, alors, on dirait en France. Beaucoup moins de régimes spéciaux. Par exemple, les journalistes ont encore leur caisse autonome. Mais toute une série de catégories qui avaient leur caisse autonome ont conflué